Alors, je me présente déjà, Nello Comédie, de la FIM, déjà depuis 25 ans, mais surtout également plus de 40 ans au sein de la PAV, où j'ai pu acquérir une forte expérience dans les entreprises dans le domaine de la prévention des risques. Alors un petit mot déjà sur la FIM. La FIM aujourd'hui, en fait, c'est une association qui va regrouper à peu près 1000 adhérents qui sont des représentants des services maintenance, des prestataires et des autres organismes qui contribuent au développement de la FIM. La FIM, elle est gérée, elle vit grâce à des bénévolats. Hein, on est tous bénévoles pour faire vivre cette association. Et comme Gérard le disait tout à l'heure, c'est une association qui a été créée dans les années 1930, donc qui a déjà un certain vécu. La FIM a pour vocation de promouvoir et accompagner l'évolution des métiers liés à la maintenance. On a l'habitude de dire quand la maintenance tousse, c'est toute l'entreprise qui va tousser. Il faut considérer la maintenance vraiment comme un processus, je dirais, non pas mineur de l'entreprise, mais je dirais un processus majeur pour pouvoir continuer de se développer et puis également pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et la FIM va contribuer aussi à porter le concept que la fonction maintenance est une fonction stratégique, créatrice de valeur et de performance. Alors, une des problématiques ou les axes de travail sur lesquels la FIM travaille, ça va être notamment l'aspect sécurité. On travaille beaucoup dans le domaine, on vient d'en parler, dans le domaine de la formation, du développement, de l'attractivité des métiers vers nous. Un point dur également au niveau de ce métier de la maintenance, c'est bien les aspects liés à la sécurité. Bon, ici encore un exemple d'un accident qui s'est produit sur un plan incliné où on avait en aval une machine qui était en cours de réparation, en amont une autre machine et les freins de la machine qui étaient au-dessus ont lâché, c'est descendu et il y a eu 2 techniciens de maintenance qui ont péri. Donc là, on retrouve la problématique de l'énergie. Non, ce n'est pas une fatalité. Hein, on aurait tendance à croire que, ben oui, c'est naturel dans la maintenance, on fait des métiers dangereux et on a le droit d'être blessé, voire de se faire tuer. Je vous ai dit, j'ai un parcours professionnel assez important au niveau d'APAV. J'ai eu quand même à intervenir dans ma carrière auprès d'une vingtaine d'accidents mortels et je peux vous assurer que ça marque l'esprit. Encore un accident, ça a été marqué l'année 2018. On peut dire que j'ai été surpris en 2018. On a vu que beaucoup d'accidents liés notamment à des risques d'explosion. Ben oui, le risque ATEX, on en entend parler, des entreprises savent ce que c'est. On a même dans des sites qui sont classés pour l'environnement Céveso, où quand on fait des étincelles dans un milieu ATEX, ça fait boum. Donc il y a eu plusieurs en 2018. Vous avez eu à Dieppe un accident où là également il y a eu 2 techniciens qui ont été tués. Vous avez eu sur Strasbourg, dans Lyon également, dans des silos, où on a oublié que la poussière ou du gaz, ça pouvait exploser. Alors c'est terrible parce que c'est quand même des phénomènes qui sont connus depuis longtemps et on n'arrive pas à progresser. Le point noir, il est là. Moi, ça me fait mal quand je suis un fervent des métiers de la maintenance. Je suis là pour essayer d'accompagner les jeunes à les faire venir dans les métiers de la maintenance. Je suis en relation avec des parents, etc. Mais quand vous voyez le dernier chiffre, où en 2015, vous avez une occurrence de mortalité qui est de 3,6 fois supérieure à la moyenne nationale, c'est des chiffres qui ne sont pas admissibles et sur lesquels nous devons travailler pour revenir, je dirais, à un taux normal. Alors les causes de ces accidents en maintenance, eh bien, la plupart sont liées à la non-maîtrise des énergies. On avait dans notre système de prévention déjà
mis en place des règles concernant l'électricité, mais on se rend compte que pour les autres énergies, eh bien, on avait fait peu de choses. Donc, quelles sont les causes, d'où viennent les causes de ces taux d'accidents élevés en maintenance? On va voir qu'on a une problématique technique, hein, une problématique organisationnelle et une problématique comportementale ou humaine. On retrouve les trois fondamentaux de la prévention: la technique, l'organisation et le comportement. Et puis je dirais, pour tout ce qui concerne les autres énergies, je vous en ai parlé, l'électricité, c'est assez réglementé et normalisé. Par contre, pour les énergies autres, on a très peu de réglementation ou de normes, et c'est vrai que ce sont des outils qui nous aident à progresser dans ce domaine. Alors, quand on prend l'environnement d'une machine, en fait, on s'aperçoit que je n'ai pas qu'une seule énergie, je n'ai pas que l'électricité. Je peux avoir du pneumatique, de l'hydraulique, du gaz, je vais également avoir des produits, des éléments chimiques, etc. Donc, on a une certaine complexité pour le technicien de maintenance de savoir quelles sont ces énergies. Et en plus, à l'intérieur de ma machine, même si je me suis mis en sécurité par rapport à ces énergies rentrantes, j'ai possibilité d'avoir des énergies résiduelles. Parmi les accidents que je vous ai cités, nombreux accidents étaient liés à une non-maîtrise des énergies résiduelles dues à des masses mécaniques qui descendent par gravité, parce que j'ai purgé notamment un circuit pneumatique, parce que j'ai fait un démontage, j'ai eu des éléments qui ont descendu par gravité et qui ont tué. Et puis également, c'est le cas de latex, ou des zones à risque d'explosion, on a des énergies dans l'environnement de travail qu'il faut être capable de discerner, d'assimiler, pour pouvoir ensuite faire une véritable analyse de risque. Alors, on a une problématique technique liée déjà aussi à la conception. La conception, on a une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, la maintenance n'est pas assez intégrée à la conception. Vouloir savoir aussi un chiffre que j'aime bien répéter, c'est que 60% des coûts de maintenance sont liés à la conception. Donc, vouloir investir quelques pourcentages en plus, faire un surinvestissement au départ, eh bien, va nous permettre d'avoir moins de pannes, moins d'interventions et donc aussi moins d'accidents. On se rend compte aussi que dans ces aspects de mise en sécurité, ces aspects ont été très peu inclus à la conception. Pourquoi les techniciens de maintenance ne font pas systématiquement une mise en sécurité sur de l'énergie pneumatique, de l'énergie hydraulique? Eh bien, c'est parce que c'est trop lourd à réaliser. Et à la conception, on n'a pas travaillé sur cette notion de facilité pour que le technicien, vous verrez sur un peu plus loin dans l'exposé, aujourd'hui, en regroupant ces différents éléments, on peut se mettre en sécurité. Il y a des circuits vapeur, j'en ai pas parlé, des machines qui sont alimentées également avec de la vapeur. Pour isoler par rapport à la vapeur, parfois on est obligé d'aller chercher une nacelle. Donc, le temps d'aller chercher la nacelle, etc., pour faire une intervention, eh bien, le technicien va faire sa mission ou son travail sans avoir mis en sécurité. On a des problèmes d'identification. Combien on trouve, par exemple, sur des process, ce qu'on appelle des PID, qui sont des plans où on va avoir l'ensemble des instruments, et on s'aperçoit que sur les plans, ces organes sont identifiés, et quand vous allez sur le terrain, les organes ne sont pas identifiés. Et donc là, on a des risques de confusion lorsqu'on va faire cette mise en sécurité. On a des vannes, comme vous pouvez voir sur la photo, où aujourd'hui aussi, la mise en sécurité, c'est s'assurer que quelqu'un derrière nous ne va pas rouvrir une vanne, nous remettre dans une situation de danger. Donc, on a des dispositifs qui sont sans dispositif de blocage. Et puis également, attention à ces notions de fiabilité. Une vanne, par définition, n'est pas étanche. Donc, si je veux être en sécurité sur un gaz ou un produit ou une énergie qui est dangereuse, il ne suffira pas de fermer une seule vanne. Et en plus, aujourd'hui, ces éléments-là peuvent ne pas rentrer dans des plans de maintenance et il est fréquent de trouver des vannes qui sont existantes, mais comme on ne les utilise pas, elles sont grippées et le jour de l'intervention, on est en mauvaise situation. Ça rejoint la colonne de droite en jaune
où là, la maintenance a un rôle important à jouer, c'est de maintenir ces installations opérationnelles. Également, ce qu'il faut, c'est de temps en temps faire des vérifications, voir si ces dispositifs fonctionnent correctement. Ça, c'est le rôle de la maintenance. Et puis également un point, c'est la mise à jour des documents. Vous avez des techniciens qui vont intervenir sur des installations pour pouvoir identifier ces énergies. Il y a différentes solutions, mais une des solutions, c'est déjà d'avoir des documents à jour. Et malheureusement, on fait des modifications sur différentes installations, machines, etc. Et la documentation n'a pas mis à jour. Et puis également, c'est la vétusté. Un organe, il est fait pour vivre un certain temps. Au bout d'un certain temps, il faut le remplacer par un autre équipement, mettre des équipements neufs. On a une problématique aussi, c'est un défaut de formation ou d'information. On a travaillé beaucoup sur le risque électrique avec l'habilitation électrique et je pense qu'on a peu travaillé sur la mise en sécurité des énergies. En tous les cas, on n'a pas fait le même effort qu'on a pu le faire au niveau de l'électrique. Une problématique organisationnelle, c'est vrai que quand un technicien de maintenance il intervient pour une machine, la question, pourquoi elle est en panne? La machine, elle ne me parle pas. Donc il va falloir que je passe par une opération de diagnostic et je vais faire également mon analyse de risque. Donc le résultat de la sécurité va dépendre beaucoup du technicien. Ça ne pourra pas comme dans une opération de production, où là, en fait, on fait souvent des interventions, je dirais, qui sont identifiées en amont, où on aura pu travailler déjà sur l'analyse de risque et dire à l'intervenant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, le technicien de maintenance, il va essayer d'analyser, diagnostiquer, trouver sa panne, et ensuite, il va faire son analyse de risque. Alors des questions également qui est important de se poser, et elles sont malheureusement pas assez souvent posées, c'est qui est le propriétaire? Qui est le garant de la sécurité? Non, ce n'est pas forcément le chef d'entreprise, le PDG. C'est celui également qui vont côtoyer les machines, qui vont faire des interventions. Et on a besoin de savoir qui est le garant de la sécurité pour différentes opérations, et notamment pour pouvoir gérer la coactivité. Qui consigne? Qui fait les mises en sécurité? On va voir qu'aujourd'hui, pour faire une mise en sécurité, ça nécessite quand même des compétences. Et dans l'entreprise, il faut qu'on identifie, il faut qu'on donne les informations et qu'on ait les personnes désignées pour faire cette mise en sécurité. Quelles règles ou procédures de consignation? Là aussi, on va voir qu'en fonction des différentes énergies, qu'elles soient dangereuses ou moins dangereuses, on aura différents types de procédures de mise en sécurité. Les moyens à utiliser pour mettre en sécurité, souvent on va passer par des dispositifs avec des vannes, des éléments qu'on va pouvoir cadenasser. Et puis également, on a un besoin, c'est un besoin de traçabilité. Tracer, quand on va faire une mise en sécurité, notamment pour autrui, on aura besoin de différents documents. Et qui gère la coactivité? Parce que souvent on a, on a appelé la maintenance, on fait une intervention, et là on a aussitôt une idée géniale. La machine est arrêtée, on va faire quelque chose en même temps. Et puis l'équipe qui intervient, qui a fait la sécurité, elle n'est pas informée ou avertie qu'il y a une deuxième opération qui est enclenchée. Et lorsqu'elle va déconsigner la machine, on va se retrouver avec des situations dangereuses. Des habitudes, des croyances. Oui, mon appareil de levage là, qui lève une charge, on intervient en dessous parce que c'est facile, etc. On pense qu'il ne peut rien arriver au niveau du palonnier, au niveau de l'appareil de levage. Voilà des situations que l'on peut rencontrer couramment. Et puis aussi, le technicien de maintenance est confronté à un phénomène de la culture de l'urgence. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Cette action de rendre service. Tiens, la maintenance, la machine est en panne. Écoute, oui, c'est ton métier, oui, mais moi, je ne suis pas formé pour ça. Et puis, j'ai besoin d'avoir des éléments, etc. Et donc, on est toujours confronté à cet enjeu sécurité et la pression du quotidien. Et cette pression, elle va contribuer parfois à ce que le technicien de maintenance n'intervient pas dans les conditions de sécurité suffisantes.
Alors, la problématique réglementaire, elle existait jusqu'à la fin 2017, hein, notamment dans le cadre de la consignation des énergies. Vous n'aviez qu'une énergie qui avait été vue déjà depuis plus de 20 ans, qui était la maîtrise de l'énergie électrique. Elle avait donné lieu à une norme qui est la NFC 18510. Et pour les autres énergies, eh bien, en fait, c'était dans notre code du travail, où on avait une obligation de résultat en matière de sécurité, une obligation d'effectuer des analyses de risque et aussi une obligation de formation. Mais tout ça restait assez vague et c'est vrai que beaucoup de chefs d'entreprise s'interrogeaient sur la manière d'avancer dans ce domaine. Alors, il existe d'autres normes ou d'autres réglementations, notamment au niveau des machines. Vous avez une réglementation qui est la directive machine, mais celle-ci, elle ne prend pas en compte tous les aspects liés à la maintenabilité et à la consignabilité. Vous pouvez très bien avoir une machine marquée CE et pour lesquelles vous allez avoir des difficultés à mettre en sécurité pour faire une intervention de maintenance lourde. Alors, les entreprises qui n'avaient pas de référentiel, on va dire, on va appeler ça comme ça, hein, notamment dans des grosses structures, depuis une vingtaine d'années, les Américains avaient mis en place une démarche qui était la démarche LOTO, Lockout, Takeout, et on a rajouté aussi un peu plus tard Tryout, le LOTO. Voilà. Donc aujourd'hui en France, on voit que beaucoup d'entreprises se sont orientées vers ce référentiel pour essayer de définir quelle devait être leur démarche en matière de consignation des énergies. On avait un document qui avait été fait par nos amis de l'INRS, qui est la brochure ED 6109, qui donnait également des indications sur la façon de procéder à des mises en sécurité sur des réseaux, notamment le fluide. Voilà. Alors, la 18510, ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, on en a parlé un petit peu dans l'évolution des métiers de la maintenance. Il y a une époque, vous aviez des électriciens, vous aviez des mécaniciens, etc. Aujourd'hui, pour essayer d'optimiser dans nos services maintenance, de plus en plus, les entreprises optent pour avoir des techniciens de maintenance qui vont être polyvalents, donc qui vont être confrontés à toutes les énergies. Et là, surprise, bien, on commence à découvrir que être habilité 18510, ben, c'est peut-être pas suffisant pour un électricien qui va, par exemple, devoir, est-ce que je vais y arriver ? Oui, qui va devoir ici remplacer ce moteur. Donc, il risque de faire un travail électrique en voulant débrancher ici les câbles à l'intérieur du bornier moteur, mais également il va devoir agir sur la mécanique pour pouvoir démonter ce moteur. Et il peut être situé dans un environnement où on a des vérins pneumatiques, par exemple, et puis ce moteur ici, il peut également être en prise avec une charge. Comme c'est un moteur frein, cette charge, elle est maintenue par le frein, et lorsqu'il va démonter mécaniquement ce moteur, eh bien on va voir tout l'ensemble qui va descendre par gravité. Donc on s'aperçoit que la 18510, eh bien, en fait, c'est peut-être pas suffisant hein, lorsque vous avez un environnement comme ceci et qu'il va falloir mettre en place d'autres règles pour pouvoir intervenir en sécurité. Alors, je vais dire grâce à la FIM, parce que là aussi, vous voyez, c'est un des travaux que la FIM a pu faire. Je vous parlerai tout à l'heure de l'outil Securafim, mais suite à l'outil Securafim et au travail qu'on a pu faire, la FIM est membre et anime une commission au niveau de l'AFNOR, qui est la commission X60G. Les différentes normes de maintenance, ben c'est un petit peu grâce à la FIM, au travail de Claude Pichot qui a été mis en place, etc., pour animer cette commission, qu'aujourd'hui on peut parler un peu tous de la même façon. Hein. Et donc depuis décembre 2017, on a pu publier au sein de l'AFNOR la norme NFX 60400 qui va nous parler de la maîtrise des risques liés aux autres énergies, notamment lors des interventions de maintenance. Alors, n'ayez pas peur pour ceux qui ont déjà mis en place le loto, etc.
ce document, c'est un document qui va un peu regrouper un peu toutes les bonnes idées, je dirais, et qui est assez proche du loto, assez proche également, alors j'ai parlé des Américains, mais les Canadiens également, les Anglais ont travaillé. Donc en fait, c'est un document qui reprend un petit peu les différents concepts qu'on peut avoir, je dirais, au niveau mondial. Et donc, c'est pas parce que vous avez mis en place le loto dans l'entreprise que vous allez être en déphasage par rapport à cette nouvelle norme. Aujourd'hui, le travail de la FIM, et Jean-Pierre pourrait en parler, aujourd'hui, c'est bien de porter également cette norme au niveau européen. Et on espère qu'en 2020, on pourra avoir une norme européenne concernant cette démarche. Alors, la norme NFX 6400, elle vise déjà à maîtriser toutes les sources d'énergie. Hein, on n'est pas sur de la mono-énergie. Toutes les énergies que l'on peut rencontrer au niveau d'un équipement ou au travers d'une installation, on aura des éléments pour savoir comment maîtriser ces énergies. Elle doit aussi nous garantir le fait que les énergies ne puissent pas être mises en œuvre accidentellement. Lorsqu'on fait une intervention, on peut avoir le technicien qui va faire sa mise en sécurité pour lui, mais souvent, ils vont être plusieurs à intervenir sur une installation. Et donc, il faut que cette sécurité ou cette démarche puisse assurer la sécurité de tous les intervenants. Une des problématiques que l'on a rencontrées également lorsqu'on a rédigé cette norme, c'est la terminologie. On s'est rendu compte que dans plusieurs entreprises, on utilisait des définitions ou des terminologies qui étaient différentes des unes des autres. Consignation, condamnation, isolation simple, isolation renforcée. Je pense que l'intérêt de cette norme aujourd'hui, c'est d'homogénéiser toute cette terminologie, et notamment dans le cadre des entreprises extérieures qui interviennent sur différents donneurs d'ordre, eh bien qu'ils puissent retrouver ces repères. Expliquer les différents processus de mise en sécurité et les limites de certaines technologies, des pratiques, gare aux fausses croyances. Bah oui, je vous l'ai déjà fait comprendre tout à l'heure. Vous avez une énergie qui est dangereuse, de la vapeur. Vous avez une énergie telle que de l'azote, de l'argon, qui sont des gaz inertants où on a des risques d'anoxie. Vous fermez uniquement une vanne. Au bout d'un certain temps, comme la vanne, elle n'est pas étanche totalement, eh bien, on risque d'avoir une accumulation de gaz ou d'un gaz inertant ou d'un gaz explosif et d'être en situation dangereuse. Donc là, il faut bien comprendre, on est bien sur un domaine technique, hein, de trouver les bonnes pratiques pour être en sécurité par rapport à ces différents gaz. Apporter les éléments de réponse aux entreprises. C'est vrai que la démarche Loto, elle existe, elle nous vient des États-Unis. On n'a quand même pas tout à fait la même culture aux États-Unis et puis en France. Aussi, dans la NFX 6400, on a essayé de s'imprégner également de ce qui avait pu être mis en place dans la NFC 18510. Donc, avec cet outil, là, aujourd'hui, je pense que les entreprises doivent pouvoir être armées pour répondre à cette problématique. Et puis également, c'est préciser les incontournables de la démarche. On va voir tout de suite qu'il n'y a pas qu'une question technique, ce n'est pas non plus uniquement qu'une question de formation, mais c'est tout un ensemble technique, formation et organisation à mettre en place. Donc, c'est ce qu'on appelle les trois piliers, hein, de la démarche, le HOT. Hein. Il faut avoir des compétences, hein. Il faut mettre en place de la rigueur au sein de l'entreprise. Il faut définir une organisation. Cette organisation, elle ne peut pas être la même dans toutes les entreprises. Elle doit être adaptée en fonction de l'entreprise. Là-dedans aussi, c'est l'entreprise qui va définir son niveau de sécurité. Certaines aujourd'hui sont devenues plus exigeantes que d'autres. Et donc, tout ça va être transcrit dans l'organisation. Et puis aussi, il y a des aspects techniques. On verra que cette démarche, malheureusement, elle concerne aussi bien des installations existantes que des installations neuves. Donc, à prendre en compte dès maintenant, dès la conception des nouvelles installations. Mais ça veut dire aussi peut-être que sur le parc de machines que j'ai existant, il va falloir apporter des modifications. Et ça marche que si on travaille sur les 3 points. Vouloir travailler uniquement sur un point, on va avoir un système qui va être bancal et qui va tomber. Hein, donc il faut bien travailler sur l'aspect humain, l'aspect technique et l'aspect organisation.
Je vais passer rapidement sur le contenu de la norme, hein. Elle est ici, hein, vous pouvez la consulter. C'est le pratique, notre système de normalisation. Ces normes, il faut les acheter auprès de l'AFNOR. Elle va parler des mesures organisationnelles. Alors, on a cité dedans les différentes sources d'énergie, hein. On a parlé des concepts et des méthodologies du choix des processus. En fait, on va avoir 4 processus, hein. L'analyse de risque qui est fondamentale, elle est au cœur de la démarche, hein. Tout est basé sur de l'analyse de sécurité, hein. À partir de cette analyse de risque, je vais pouvoir définir mes différents processus de mise en sécurité, et comme chaque processus, eh bien, en fait, il y a des étapes, hein. Là, aujourd'hui, hein, ça fait 20 ans qu'on parle d'habilitation électrique et de consignation électrique. Je suis encore surpris de voir que quand on parle de consignation électrique, souvent, ça se résume à une seule étape. La VAT, on a oublié de faire des VAT. On n'a pas de VAT à disposition des techniciens pour pouvoir faire ça. Donc ensuite, c'est les dispositifs de mise en sécurité, hein. On va rappeler un peu quels sont les dispositifs qui peuvent assurer ces mises en sécurité, hein. On a vu tout à l'heure sur une diapo, non, un appareil de levage, ça ne sert pas à faire une mise en sécurité. Quand je lève ma voiture pour intervenir en dessous, on met des chandelles, on ne va pas intervenir uniquement avec le cric qui aura soulevé cette voiture. Le cadenassage, c'est quelque chose qui est important et qui est lourd. C'est vrai, encore aujourd'hui, c'est parfois un frein, parce qu'on va voir que le cadenassage doit se faire à plusieurs niveaux, hein. On a défini dans la norme également des mesures compensatoires. Pourquoi? Parce que quand on est confronté à une situation existante, et parfois quand j'ai fait mon analyse de risque, eh bien le processus que j'ai défini, je ne peux pas le mettre en œuvre parce qu'il n'a pas été prévu à la conception. Donc je vais mettre peut-être un processus avec un niveau moins performant, mais que je vais essayer de combler pour maîtriser le risque à partir de mesures compensatoires. Il y a aussi dedans des dispositions organisationnelles, hein. On en a vu quelques-uns tout à l'heure. Qui est le responsable, qui est le propriétaire, qui est chargé de consignation. Comment ça se passe quand j'ai une entreprise extérieure? Est-ce que c'est moi qui fais la consignation ou est-ce que c'est l'entreprise extérieure qui consigne? Eh bien, tout ça, ça doit être écrit dans une procédure. Voilà. Ensuite, ça demande de la rigueur, ça demande de la qualité. Donc, on a également défini quelques règles de qualité dans ce document. Et puis, vous avez aussi l'aspect formation. On ne peut pas être chargé de consignation si on ne connaît pas la technique. On peut être, on va se voir qu'en électricité, on a des gens qui sont habilités pour faire de la consignation électrique. Comme on a plusieurs énergies sur un équipement, on pourra avoir des spécialistes pour consigner de la vapeur, pour consigner telle et telle énergie. Et puis après, on a vu également qu'on avait des spécificités. Soit vous intervenez sur des installations, des process, ou vous avez aussi des spécifications concernant uniquement les machines. Alors, on retrouve ici les 4 processus, hein, qui ont été définis au travers de la norme. Et tout ça, on va les choisir à partir d'une analyse de risque. Donc, sur votre gauche, en rouge, remplacement de composants, vous voyez, vous avez essentiellement 2 types de processus. C'est l'isolation renforcée par la consignation ou l'isolation simple. Si j'ai une canalisation d'eau avec une fuite qui risque de ne pas engendrer de phénomènes dangereux, je ne vais pas mettre en place une procédure d'isolation renforcée avec plusieurs vannes, etc. Une seule vanne sera suffisante. Par contre, si j'ai un gaz qui est de la vapeur, qui est également un gaz combustible ou qui peut être aussi un gaz inertant, eh bien là, on fera de l'isolation renforcée. Donc ensuite, un peu plus facile à réaliser, c'est l'isolation simple, hein. Et si je n'ai pas la possibilité de faire de l'isolation renforcée, alors que mon analyse de risque m'oriente vers ce processus, je ferai de l'isolation simple avec ici des mesures compensatoires. Et puis, il y a des choses qui se pratiquent, hein. Malheureusement, quand on intervient en maintenance, parfois, c'est pas dire j'arrive sur la machine et je vais couper toutes les énergies. La production nous a appelés, la machine est en panne,
elle ne va pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en mettant en place des politiques un peu d'auto-maintenance et en impliquant les opérateurs sur leurs machines, on peut recueillir des informations auprès d'eux, mais souvent le technicien de maintenance va devoir faire un diagnostic, observer, et puis après aussi il peut faire du réglage. Lorsqu'il a fini son intervention, il va faire des essais, et là on se retrouve avec deux processus qui ont été vus dans la directive, dans la norme. C'est la neutralisation des énergies par les systèmes de commande. C'est-à-dire que là, sur une machine notamment, j'ai ouvert ma porte, ma machine est à l'arrêt et je regarde qu'est-ce qui se passe. Mais ce processus de neutralisation des énergies par les circuits de commande, ce n'est pas un processus qui est adapté pour faire une isolation, pour faire un démontage ou un remplacement. J'ai une meuleuse portative, j'ai une tronçonneuse, je dois changer un disque. Bah, le bon réflexe, je ne sais pas ce qu'on fait, mais c'est d'enlever la prise de la fiche de la prise de courant pour pouvoir changer ce disque. Et bien là, c'est la même chose. Donc, neutralisation des énergies par les systèmes de commande, c'est uniquement pour faire une intervention d'observation. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les pratiques, on s'aperçoit qu'on utilise souvent ce processus pour intervenir dans les machines sans forcément avoir consigné toutes les énergies. Et puis, il y a un autre cas aussi qui existe, c'est quand vous faites de la maintenance, soit vous voulez faire de la thermographie, soit vous voulez faire des mesures de vitesse, ben parfois vous êtes tenu de démonter des dispositifs de protection, donc de faire des interventions en présence des énergies. Et là, ça nécessite de mettre en place des mesures compensatoires. Ça ne peut pas être le technicien de maintenance à lui seul qui prend la décision de chanter des sécurités, de démonter des protecteurs. Hein. Il faut bien qu'il y ait en amont une autorisation de sa hiérarchie pour faire ce type de travail. Alors, pour bien comprendre un peu l'analyse de risque, hein, vous voyez que si j'ai de l'eau à 4 bars ou si j'ai de l'eau à 250 bars, les risques ne sont pas les mêmes, quoi, hein. Bon, j'ai eu dans ma carrière professionnelle à gérer un accident sur des pressions à 250 bars. Et lorsqu'on a voulu mettre en pression pour atteindre ces 250 bars, on était en train de serrer des joints parce que ça fuyait. Et puis au lieu de casser la pression, eh bien, on a dit attends, on va serrer jusqu'à temps que ça ne fuit pas. Et à un moment donné, le joint a lâché. La personne a pris dans la figure, elle a perdu un œil et également a été défigurée. Donc c'est là, c'est bien comprendre ces notions de puissance des énergies. Hein, 4 bars et 250 bars, il y a une différence. Le méthane, bah, c'est le gaz, c'est les risques d'explosion. La vapeur, c'est des risques de brûlure, etc. Et donc là, parmi cette analyse de risque, eh bien, on va aller sur de l'isolation renforcée ou sur de l'isolation simple. Voilà, donc définir les bons niveaux de sécurité, vous voyez, ça concerne un peu tout. Ici, vous avez un équipement qui est un équipement genre étuve avec un four, avec un vérin ou un système mécanique qui va permettre de monter et descendre cette porte. Eh bien, la mise en sécurité de cette porte, qui peut avoir une masse assez conséquente, elle se fait directement sur la porte, hein, soit en mettant un étai, soit en mettant une goupille. Voilà. Bon, vous avez d'autres phénomènes ici, vous avez des cheminées, hein, savoir que par exemple dans une cheminée, vous avez un delta P, vouloir changer ici une courroie, si le delta P, si la cheminée est ouverte, eh bien vous allez entraîner la rotation du ventilateur qui est à l'intérieur et avoir un risque lors du changement de cette courroie. Vous voyez un exemple comme ceci qui m'a frappé dans ma carrière professionnelle, c'est un skip. On était dans une blanchisserie, ce skip était en position haute et dans la journée, le technicien s'était rendu compte qu'en fait, on avait un réducteur de vitesse et un moteur. Et entre le réducteur et le moteur, une chaîne, et la chaîne était détendue. Et donc, il s'est dit, bon, alors déjà, au niveau de la conception, c'était plus facile d'intervenir avec le skip monté en position haute. Quand il a voulu retendre la chaîne et le moteur, il a desserré son moteur et d'un seul coup, tout s'est rapproché. Le skip est descendu sur lui et il l'a tué, un jeune de 28 ans. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais un moteur frein. C'est lui qui me garantissait que mon skip reste en position haute. Et les masses mécaniques sont là, hein, les énergies. Tout s'est rapproché, c'est descendu. Voilà.
Donc voilà aussi ici bon, des exemples d'accidents où on a démonté des vérins. On a beau mettre en sécurité la partie hydraulique, la partie pneumatique, si la tige de vérin est en pression, quand vous démontez le vérin, eh bien, il faut que ça chasse et ça part. Voilà. Bon, les fluides, je vais passer rapidement, c'est la mise en sécurité sur des fluides. Dans la norme, il y a eu plusieurs catégories définies. Si vous avez une canalisation avec un fluide dangereux, c'est comme ma fiche et ma prise de courant, je peux très bien démonter une canalisation. Le deuxième point, c'est mettre des obturateurs. Vous voyez ici, j'ai une canalisation et dans la profession, on appelle ça des queues de poêle. On met une queue de poêle où on va mettre ici une lunette qu'on va pouvoir retourner de 180 degrés. Donc dans un sens, je vais être passant, dans un autre sens, je suis obturé. L'évolution de la technologie aujourd'hui, où on prend en compte ces phénomènes depuis peu, où aujourd'hui vous allez avoir des composants où on assure le double vannage plus la purge pour assurer cette mise en sécurité. Voilà. Alors, la consignation ou même la norme NFX 6400, c'est vrai que bon, elle concerne essentiellement la maintenance, mais elle peut concerner également la production. Lorsque vous êtes en maintenance, on a vu tout à l'heure, quand j'interviens sur la machine, je ne sais pas pourquoi. L'intervention n'est pas identifiée. Il va falloir faire une analyse de risque et souvent on aura affaire à des chargés de consignation. Par contre, lorsque vous êtes en production, les tâches ne sont plus les mêmes. Les tâches sont récurrentes. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur le document unique des risques professionnels et on pourra anticiper l'intervention, l'analyse, en mettant en place des modes opératoires. Et là, on va peut-être définir au sein de l'équipe production des chargés de condamnation pour assurer la mise en sécurité. On a des problématiques lorsqu'on fait du nettoyage, lorsqu'on va faire du changement de format. Tout ça, le risque est toujours le même, que vous soyez en maintenance ou en production. Donc, il va falloir mettre le niveau de sécurité de manière identique. Voilà. Ici, vous voyez, par exemple, dans une entreprise, on a mis en place sur chaque machine des tableaux avec différents cadenas en sachant où ils vont être mis en place. Et ici, sur la gauche, on a défini la liste des travaux récurrents. Et ici, dans le tableau, on sait que, par exemple, pour telle intervention, il faut mettre en place le cadenas 1, 2 ou le cadenas 2 et 3, etc. Mais on est plutôt ici dans le domaine de la production que dans la phase maintenance. Alors, la neutralisation des énergies par les circuits de commande, j'ai dit attention, ça nécessite des prérequis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notamment pour faire des opérations de réglage, pour faire des opérations de diagnostic. Le fait de rentrer dans cette machine, ici, en ayant ouvert cette porte ou en ayant appuyé sur un bouton d'arrêt d'urgence, ça a été prévu par le constructeur de la machine pour un arrêt, je dirais essentiellement un arrêt de production. Mais si c'est pour faire une intervention de démontage d'un composant, d'un moteur, etc., il faut qu'on s'oriente bien sur des aspects d'isolation renforcée ou des isolations simples. Alors la conformité machine, on peut en dire deux mots. Ici, CE avec un point d'interrogation. Je pense que vous savez tous que dans la directive machine, la procédure de certification, c'est de l'auto-certification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de l'autocertification? C'est le constructeur lui-même qui s'engage sur la conformité de l'équipement. Il est tenu de vous mettre une plaque de conformité, il est tenu de vous donner une déclaration de conformité, mais tout le processus repose sur sa bonne connaissance et sa bonne foi sur la mise en sécurité. Il n'est pas tenu de faire appel à un organisme extérieur pour déclarer. Malheureusement, aujourd'hui encore, et ça fait partie de mon métier, on a encore peu de machines qui répondent totalement à cette directive machine. Donc, quand on utilise ce processus, il faut être sûr que la porte, le contact, tout ça, j'ai des circuits de commande qui vont bien. Attention également à la gestion des modifications. La directive machine, elle s'applique quand la machine elle a été vendue, elle est neuve. C'est aussi comment gérer les modifications.
je suis encore surpris aujourd'hui de voir que dans des entreprises, un opérateur de maintenance appelle son collègue de la maintenance pour lui dire « Dis donc, tu ne peux pas me modifier ça, ça m'arrangerait bien, etc. » J'ai eu un exemple dernièrement sur une table élévatrice qui normalement fonctionnait en mode manuel. Et l'opérateur qui utilisait cette table élévatrice, il en avait marre de maintenir le bouton appuyé jusqu'à la descente. Il a appelé son technicien de maintenance, il en a parlé. Ouais, il a dit, t'inquiète pas, je vais le faire. Donc il a fait la modification, il en a parlé à personne, ça n'a pas été validé dans l'entreprise. Et puis, on est repassé faire un diagnostic dans cette entreprise avec le responsable de maintenance. Et il me dit, Monsieur Comilly, c'est normal, quand je mets le courant, là, ma table, elle descend tout seul. Bah, je dis, non, normalement, il y a un bouton monter, descente. Et pire que ça, c'est que sur cette table, en fait, on avait un dispositif de sécurité. Hein, vous avez un dispositif sensible pour ne pas vous faire écraser les pieds. Et donc, je dis, on va quand même en profiter pour faire l'essai. Et donc, on a fait 2 essais, l'essai en mode manuel, où on a commandé la table manuellement pour qu'elle descende. Le dispositif de sécurité, il a fait son effet. Mais quand on a fait une coupure de courant, remis le courant, que la table elle est descendue automatique, le dispositif de sécurité ne fonctionnait plus. Alors là, ça a été le branle-bas de combat dans l'entreprise, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et on a découvert que c'était un technicien qui, pour rendre service à son collègue de la prod, avait fait une modification, mais ça n'avait pas été géré dans l'entreprise. Ça n'avait pas été validé, pas d'essai d'effectuer, etc. Voilà. Là aussi, souvent, on me dit, mais aujourd'hui, avec la directive machine, avec la directive machine, on a une forte fiabilité sur les dispositifs de commande. C'est vrai, aujourd'hui, on fait de la redondance, on a des produits SIL 3, SIL 4, vous avez plusieurs exposants qui sont là, etc. Mais ça aussi, ça demande également une organisation dans l'entreprise, c'est de mettre en place périodiquement des essais. Vous avez des machines avec des barrières immatérielles, etc. Normalement, dans notre code du travail, on nous dit, une fois par prise de poste, il faut tester ces dispositifs. Vous connaissez des entreprises où on fait tous les jours les essais des dispositifs de sécurité ou des dispositifs d'arrêt d'urgence alors que c'est prévu dans notre code du travail. Après aussi, faites attention à la gestion des réarmements. On peut très bien avoir une porte, elle se referme, quelqu'un qui est à l'intérieur et une autre personne au pupitre qui va réarmer. Et donc on risque de remettre également une personne en situation dangereuse. Et puis également coactivité, parce que vous avez beau ici ouvrir cette porte, vous intervenez dans l'armoire électrique, un électricien a vite fait d'appuyer sur un contacteur et de démarrer la machine alors que la porte est ouverte et qu'on se croyait en sécurité. Donc souvent, vous voyez, c'est ça la fatalité, c'est des éléments qui se produisent comme ça. Et souvent, il n'y en a pas qu'une, elles peuvent être multiples, mais qui ont conduit à des drames et à des situations critiques dans l'entreprise. Alors le cadenassage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez lourd hein, pour être en sécurité. On a vu qu'on avait des organes d'isolement ou de séparation. Donc le premier niveau de cadenassage, c'est bien de mettre un cadenas sur la vanne, sur l'interrupteur qui alimente la machine. Ça, c'est le premier niveau. En général, ce travail il doit être fait de mise en sécurité par une personne compétente. Hein. C'est ce que souvent on va appeler le chargé de consignation. Et lui, il aura aussi un code des couleurs, un cadenas d'une couleur bien spécifique. Et puis, vous avez aussi ensuite tous les intervenants qui vont intervenir dans cette machine, qui vont mettre leur propre cadenas. Donc, on a un cadenassage à 3 niveaux. Le premier niveau, où le chargé de consignation va faire le tour de la machine. Vous voyez ici sur cette machine, la mise en sécurité, elle passe par 4 cadenas. Hein, il y a 4 points d'alimentation en énergie. D'accord ? Donc il va mettre les 4 cadenas, il aura coché ça sur un bon de consignation. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait des cadenas, des clés, des cadenas rouges ? Eh bien en fait, on utilise ce qu'on appelle une boîte à clés dans laquelle on va mettre en place tous ces cadenas. Et là, le chargé de consignation va mettre son propre cadenas vert. Là, aujourd'hui, la boîte, on ne pourra plus l'ouvrir. Il n'y a que le chargé de consignation qui pourra l'ouvrir. Mais ensuite, pour que les intervenants puissent être en sécurité, eh bien, chaque intervenant va mettre un cadenas jaune sur cette boîte pour empêcher son ouverture. Voilà. Donc,
on a pris l'habitude de dire un cadenas, c'est une vie. Et ça, c'est des choses qui se pratiquent, qui deviennent de plus en plus courantes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait du cadenas vert, hein? Ici, le cadenas vert qui était là, qui a été mis en place par le chargé de consignation. Eh bien, à la maintenance, on a un tableau, hein, avec les clés qui seront mises en place et puis avec les différents bons de consignation pour pouvoir faire une traçabilité ou un lien entre la clé qui est sur un tableau et la boîte à clés qu'on a vue précédemment. Alors, la FIM s'est préoccupée de ça déjà depuis un certain temps, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, 2010. Hein. En 2010, avec plusieurs collègues, on a lancé la démarche Securafim. Securafim, c'était quoi? C'était rendre visible toutes ces énergies et rendre visible également les points qui allaient servir à la mise en sécurité, à la consignation, à l'isolement et à la séparation. Hein, il faut qu'on arrête de les cacher. Hein, c'est les énergies, c'est pas la réglementation qui blesse, c'est bien les énergies. Donc il faut pouvoir les identifier rapidement et facilement. Et ça a été le rôle de ce macaron là que vous voyez, de pouvoir repérer les énergies et les points de condamnation des énergies. Donc Securafim, c'est rendre visibles les points de condamnation des énergies, c'est lister toutes les énergies présentes, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir identifier et rendre les organes contribuant à la mise en sécurité. Alors, énergie entrante et énergie résiduelle. Hein. Vous verrez sur le stand de la FIM, il y a une application qui a été mise en place avec une machine où on a pu mettre en évidence cet outil. Et puis aussi, eh bien, en fait, on avait commencé à travailler par Securafim et c'est le travail c'est le travail que nous avons fait sur Securafim qui nous a conduit après à aller vers la NFX 60400 et donc bien sûr la NFX 60400 est en harmonie avec les dispositions de Securafim. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un document tel que celui-ci, au niveau des machines d'une façon qui va être un document qui va regrouper toutes les énergies. Donc on retrouve ici une photo, une cartographie, on va retrouver ici toutes les énergies rentrantes et ici les énergies résiduelles. Donc cette fiche de repérage là, elle est importante. Donc c'est un travail à faire sur les machines existantes parce que malheureusement c'est pas fait, mais c'est peut-être aussi quelque chose à faire, à intégrer, je dirais, dans vos cahiers des charges, de façon qu'aujourd'hui ces machines, elles puissent vous être livrées avec ce type de document. Alors j'attire aussi votre attention sur le travail qui est fait à partir de ça. En fait, le technicien de maintenance, quand il approche de la machine, bon, c'est un document récapitulatif de toutes les énergies. Lui, il va se fier à ces énergies qu'il y a dessus. D'accord ? Donc, il y a besoin que ces documents soient faits d'une manière assez rigoureuse. Hein, et ça demande de la compétence, notamment pour identifier les énergies résiduelles. Et également, ça engage aussi à la responsabilité de celui qui l'a fait. J'entends dire malheureusement aujourd'hui dans des entreprises, oui, je vais prendre un stagiaire pour faire ça. Hein, non, là il y a de la responsabilité, il y a de la compétence, et donc vous avez bien compris que ça c'est pas un mode opératoire. Hein, c'est une fiche qui récapitule les énergies. Le technicien, quand il arrive pour faire une intervention, donc déjà la première chose c'est de bien savoir le type de travail qu'il doit faire. Hein, quelle est la nature du travail, et en consultant cette fiche qui va lui dire quelles sont les énergies, lui après il va définir les énergies que je dois mettre en sécurité ou pas. Cet outil Securafim, on voit, hein, ça commence, on le voit dans les entreprises. Ici, vous avez une entreprise qui a déployé la démarche Securafim. On est sur ce que Claude Pichot disait, on est bien sur du management visuel. Hein. Aujourd'hui, le technicien qui arrive, qui ne sait pas qu'il faut consigner, c'est vraiment qu'il n'a pas envie de le faire.
hein. Et le client a même ici remis organe de coupure générale électrique. Vous retrouvez les macarons. L'idée aussi, c'est de faciliter la tâche, hein. Ici, par exemple, sur l'armoire électrique, on a mis en place la poignée de l'interrupteur, mais le FRL qui permet d'isoler de l'énergie pneumatique, il est regroupé. Le technicien, il n'a pas à courir. Là, il n'a pas à nous dire « Ah oui, ben, je n'ai pas trouvé » ou bon, là, il n'a pas d'effort à faire pour faire cette mise en sécurité. Donc, on retrouve ici différents organes de séparation avec les identifications qui sont. Donc ça permet de créer une dynamique de prévention fondée dans l'analyse de risque. C'est acquérir ce réflexe, le mettre en sécurité à partir des organes de puissance, avoir un nouveau regard sur les organes d'isolement des énergies et être attentif aux emplacements. C'est vrai qu'on a pu accompagner des entreprises à faire ce type de travail. À la fin du travail, on a fait un tour avec le chef d'entreprise. Mais il s'est gratté la tête, il dit « Mais comment ça se fait qu'il faut aller là-haut pour isoler ?» Ah oui, ça n'avait pas été pensé. Voilà. Et donc, message également, hein, anticipez bien au niveau de vos cahiers des charges, de mettre en place cette méthode de prévention, je dirais, dès le départ à la conception, parce que là, aujourd'hui, si on arrive à tant d'accidents, souvent, c'est parce que les vannes, elles sont inaccessibles. Bon, il y a même des machines, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les isoler. On n'a pas prévu le dispositif d'isolement. On l'a alimenté en direct, de la vapeur, du pneumatique. Ou alors, on a mis sur une machine plusieurs alimentations. On n'a pas optimisé. Donc, ça lui fait mettre 5, 6. J'ai eu sur des équipements, notamment des autoclaves, à voir pour mettre en sécurité un autoclave, agir sur 15 organes de mise en sécurité. Ça voulait dire 15 cadenas. Vous vous rendez compte ? Donc la mallette Securafilm, hein, à force, on l'a fait évoluer. Hein. Au début, Securafilm, c'était essentiellement du repérage des organes de séparation. Ensuite, on avait vu qu'il y avait d'autres besoins. Donc on a fait ce macaron, donc c'est pour repérer les interrupteurs, les vannes, etc. Ce macaron-là, pour repérer un peu tous les points de condamnation des énergies mécaniques, notamment les chandelles, les goupilles. Hein. Ce pictogramme qui est là pour rappeler toutes les énergies résiduelles identifiées. Et puis également, un point dont je n'ai pas évoqué encore avec vous, c'est lors des opérations de diagnostic, un octogone. On a vu que beaucoup d'accidents se produisaient parce que la machine est en panne. Là maintenant, ce n'est pas forcément disponible aussitôt. L'opérateur, comme la machine est en panne, il s'en va. Le technicien, il avertit, il arrive sur la machine. Lui, il est en train de faire son diagnostic, savoir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, en fait, il n'a pas consigné les énergies. Entre-temps, l'opérateur revient et il remet les machines en route et les énergies, et le drame arrive. Donc ici, en fait, ce pictogramme, cet octogone-là, rouge, c'est pour signaler la présence du technicien de maintenance, notamment au pupitre de commande. Et il y a ici une obligation de stop. Ça veut dire les opérateurs, vous ne touchez plus aux organes de commande sur la machine. Je suis présent, maintenant c'est moi qui commande la machine. Donc cette définition qui est importante de qui fait quoi lors des interventions. Donc aujourd'hui, la mallette Securafilm, dedans, vous pouvez faire à peu près 50 machines avec cette mallette. Hein. Vous avez un guide qui a été rédigé avec un guide d'utilisation rédigé avec l'INRS, la FIM et l'INRS. Hein. On vous donne tout un ensemble de documents que vous pouvez exploiter, y compris un plan de prévention, un permis de travail, enfin tous les documents utiles à la mise en sécurité. Et on vous fournit des bons de consignation et des attestations pour pouvoir certifier, notamment auprès d'une entreprise extérieure, que l'installation a été mise en sécurité et qui nous donne l'autorisation de dévalider. Voilà. Donc à FIM, on a continué, on a commencé à travailler avec l'INRS et puis après, on a travaillé, on a engrangé avec APAV sur l'accompagnement auprès des clients parce qu'on a vu qu'on avait des besoins d'accompagner les entreprises dans cette mise en place. Et aujourd'hui, en fait, la démarche Securafilm est également portée par APAV. On est vraiment dans du changement.
C'est un changement de culture. Les entreprises qui ont mis ça en place se rendent compte que déjà, il faut un certain temps. Arriver des pratiques d'avant à des pratiques d'aujourd'hui, c'est pratiquement 3 ans. Il ne faut pas croire qu'en faisant ça, vous allez mettre en place cette démarche. Il faut qu'elle soit comprise dans l'entreprise. Le technicien, mais pourquoi avant je le faisais et pourquoi maintenant vous voulez que je fasse autrement avec des cadenas? C'est lourd à mettre en place, etc. Et il faut vraiment qu'il y ait une volonté de la hiérarchie, du plus haut niveau jusqu'aux opérationnels, pour dire oui, cette démarche, il faut qu'on l'adopte. Et c'est un véritable projet d'entreprise. Donc APAV accompagne dans ce domaine les entreprises qui souhaitent mettre ça en place. On peut commencer par faire un diagnostic préliminaire de vos pratiques, d'avoir déjà identifié tout ce qui va bien ou éventuellement les points aussi à améliorer. C'est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une organisation avec une procédure qui va être propre à chaque entreprise. Donc c'est accompagner l'entreprise à rédiger sa propre procédure concernant la consignation des autres énergies. C'est aussi, pour faire cet accompagnement, c'est former son personnel à l'analyse de risque. C'est faire du diagnostic sur les installations existantes. C'est réaliser des cartographies, définir les moyens nécessaires à cette mise en sécurité, réaliser des modes opératoires si besoin, et formation des intervenants et audit. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est assez lourd. Il faut du temps, et il ne faut pas le cacher, c'est aussi de l'argent. Il faut un budget pour faire ça. Alors l'objectif aussi, vu avec du côté AFIM et puis APAV, c'est vrai que dans toute entreprise aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir moins d'accidents. C'est sûr, mais une entreprise, elle est également là pour produire, pour faire de l'argent. Alors, les contestations, elles viennent vite. Oui, mais mettre ces cadenas, couper les énergies, etc., ça va demander du temps. Donc, ça veut dire quoi? Mes temps d'intervention en maintenance vont être plus longs, donc mon TRS va être moins bon, etc. Avec l'outil Securafib, et là aussi, aujourd'hui, on en est conscient au niveau de la FIM, il faut qu'on continue de travailler, c'est bien d'optimiser cette approche de mise en sécurité de façon qu'on ne puisse pas perdre de temps et qu'on puisse l'optimiser, arriver à une situation comme ça. Et puis aussi, c'est l'idée de se dire mais pourquoi j'ai autant d'interventions de maintenance? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à revoir de la conception ou à faire de la fiabilisation? Notamment, vous aurez cet après-midi une entreprise qui sera présente à partir de 13h30 et qui pourra faire un retour de témoignage sur la mise en œuvre de cette démarche. Voilà. Sur le stand de la FIM, vous pouvez venir nous voir. On peut faire une démonstration en pratique. On a les cadenas, on a tout ce qu'il faut pour faire un exercice pratique. Voilà. Merci. Bien. Merci Nello pour tout l'aspect, je dirais, technique de la mise en sécurité. Je voudrais juste rebondir sur une des slides que tu as fait là, parce que l'aspect technique est évidemment très important, mais au-dessus de ça, il y a la mentalité et la volonté d'abord du chef d'entreprise et puis ensuite de ses collaborateurs. Et je voudrais vous donner un petit exemple qui m'avait vraiment frappé. J'ai fait un bon tiers de ma carrière dans la sidérurgie et la métallurgie lourde. Au début des années 80, à Dunkerque, chez Usinor, qui est devenu Arcelor, il y avait 5, 6, 7 morts tous les ans. On ne comptait pas le nombre d'éclopés. Et tout le monde trouvait ça très triste, bien sûr, mais normal, parce que si vous vous baladez à Dunkerque, des hauts fourneaux, des aciéries, des laminoirs à chaud, mais c'est épouvantablement dangereux, tous ces trucs-là. C'est impressionnant, c'est très dangereux. Donc on trouvait ça normal. Et puis au début des années 80, dans la foulée de l'élection de Mitterrand, il y a des petits juges qui se sont mis à mettre en tôle les chefs d'entreprise où il y avait eu des morts. Eh bien, quand j'ai quitté Dunkerque en 88, il y a eu un mort sur le site. Et ça a été le branle-bas de combat au niveau de la direction. Panique générale. On voit bien que
Avant même qu'on ait mis en place tous ces systèmes, ça existait, hein, la consignation, ça existait, tout ça, mais la volonté du chef d'entreprise, là, il a eu la volonté parce qu'il avait pas envie de faire comme Carlos et de se retrouver pendant 3 mois ou 6 mois en prison. Ça a été déterminant pour améliorer, mais d'une manière considérable, la sécurité. Donc c'est vraiment un message à faire passer, hein. C'est d'abord une question de volonté et de mentalité, et puis après, bien sûr, tout ça, c'est des aides extrêmement importantes pour réussir à améliorer toute cette sécurité. Je poursuis ton observation. Le successeur de Francis Maire, qui n'a pas réussi à se faire résister à Mittal, chaque fois qu'il avait une réunion avec les chefs de service, commençait par demander avant tout les résultats au point de vue sécurité et les interventions qui pouvaient arriver. Alors, deuxième remarque, j'ai eu l'occasion en 2009 de visiter et de faire l'expertise de la sécurité dans une entreprise allemande d'énergie qui était le groupe RWE, où il exploitait en particulier des grosses mines de lignite avec des machines, des roupelles qui font 8600 tonnes chacune avec 16 trains de chenilles pour les manipuler. Et ils ont pris la disposition suivante. Ils ont commencé par dire il faut absolument convertir nos conseils d'administration, nos actionnaires et nos patrons à la sécurité. Et ils ont commencé à reprendre tout ce beau monde. Pendant une semaine, ils ont fait une formation sécurité adaptée à leur niveau de responsabilité. Et après ça, c'est descendu en plus fine, niveau hiérarchique par niveau hiérarchique du sommet jusqu'à la base. Je vais reprendre ma casquette à Pave et pour rebondir sur ce que Gérard Néré est en train de nous dire. En fait, on a les demandes, elles viennent essentiellement suite à un accident. C'est quand il y a eu un gros prépin dans l'entreprise, etc. Donc c'est ça. Et puis l'autre demande, souvent, elle vient des entreprises qui ont leur siège aux États-Unis, où là, on leur impose, c'est le loto. C'est imposé, ils appliquent. Hein. Mais autrement, après, c'est vrai que pour convaincre, quand on n'a pas d'accident, pas facile. Rebonjour. Donc nous, on est un groupe japonais, mais effectivement, on applique le lockout-tagout par rapport effectivement à l'expérience qu'ont fait donc déjà nos usines aux États-Unis. Par contre, on l'initie depuis 2 ans donc au niveau de l'Europe. Ça commence à prendre, mais c'est par le biais d'un audit. Moi, ce qui m'intéresse, et j'ai découvert la norme par rapport au Salon Industrie, c'est son application finalement de manière harmonisée au niveau de l'Europe. Et vous en avez parlé tout à l'heure de 2020, c'est l'objectif, je crois, ouais. C'est ça. Et voilà, ça me permet, disons, ça fait des leviers, puisque là, on initie finalement les choses que par la volonté de la direction. Mais l'adhésion sur le terrain, c'est encore autre chose. Ouais. Donc du coup, je pense que la norme va nous aider, en tout cas, comme effet de levier pour les usines françaises et puis par effet de ricochet sur les usines européennes dans le futur. Donc j'ai bon espoir, en tout cas, que cette norme soit harmonisée. Ouais, on y a cœur et les travaux sont déjà commencés. Hein. Si je vous ai annoncé 2020, ça ne sort pas du chapeau. Hein. C'est bien un objectif. C'est vrai que par rapport à la 18510, elle a pratiquement un caractère obligatoire, les habilitations électriques. Quand on regarde au niveau européen, à part les Anglais et la France qui ont un avance dessus, les autres pays européens ont peu de documents par rapport à cette stratégie, quoi. Et ça pousse beaucoup de démarches qui sont venues des États-Unis, quoi. C'est la démarche Loto, quoi. D'autres questions ? Bon, écoutez, moi je vous remercie. Merci. Et puis, je vous invite à venir à 13h30 parce que là aussi, dans la poursuite de cette réunion, on aura le retour d'expérience d'une entreprise qui a mis ça en place depuis à peu près 2 ans.